Eh bien, je remercie également quelques remerciements avant d'introduire aux deux présidents du Cercle de Lorraine et d'Alsace, puis bon, en particulier à celui que j'ai la chance de fréquenter le plus souvent, donc le président du Cercle d'Alsace qui a mis énormément de son temps, énormément de sueur à l'organisation de cette journée. Et je remercie donc également parallèlement Franck Régny, à la fois de l'organisation et d'être également des nôtres aujourd'hui. Je remercie tous les membres de cette assemblée de pouvoir être présents à cette journée qui, j'espère, fera date dans les années qui suivront. Alors, on m'a demandé de vous parler de Monseigneur Freppel. Il faut dire que l'endroit s'y prête remarquablement. J'introduirai déjà en rappelant que le 19e siècle est un siècle qui est un siècle passionnant. Il illustre mieux que son prédécesseur, le siècle dit des Lumières, et mieux que le 20e, son successeur, la lutte sans merci que se livrent la tradition et la révolution. À la fois dans les églises, dans les palais, dans les assemblées, dans les chambres. Donc à côté du pendant politique de ce combat, illustré par les règnes par exemple au XIXe siècle de Charles X, de 1824 à sa mort en 1836, ou d'Henri V, de son avènement en 1844 jusqu'à sa mort en 1883, tous les deux défenseurs de la tradition monarchique française, en respect de ses lois les plus essentielles, vous voyez où je veux en venir. À côté de ces personnages, de ces princes, une partie du clergé s'oppose avec force au progrès que faisait la Révolution au sein de l'État, des métiers et déjà à l'époque des familles. Donc la géographie, je l'ai dit, qui nous réunit aujourd'hui à Obernai, me pousse bien sûr à développer ce propos à travers la figure de Monseigneur Freppel, l'un des plus ardents prélats contre-révolutionnaires de la seconde moitié du XIXe siècle. On a quelques autres grandes figures contre-révolutionnaires de prélats qui aussi ont lutté avec force contre la révolution. On a évidemment le cardinal Pie, ou on a encore Monseigneur de Lassus qui a écrit, comme vous le savez, la conjuration antichrétienne. Alors, ne disposant que d'un temps limité et devant la richesse de la pensée d'un tel évêque, j'ai pris le pli de me consacrer à deux thématiques. D'abord, en premier lieu, ce sera l'apport de Monseigneur Freppel à la légitimité. Et nous développerons deux points, enfin en ce sens en 2 points, son attachement à la France par sa monarchie légitime et ses tentatives au cours de sa vie, au cours de ses différents sacerdoces, de régler la question sociale qui se pose gravement chez les intellectuels en ce 19e siècle fort clivant. Donc voilà, on va délaisser, c'est dommage parce que ça mériterait une conférence un peu plus étendue, la pensée peut-être un peu plus théologique, et Dieu sait que Monseigneur Freppel en avait une, pour se consacrer véritablement à ce qui nous intéresse aujourd'hui, sa pensée, sa vue sur la France, sur son régime politique, sur son régime naturel, mais également son souci du bien commun qui se passe justement par la résolution de cette question sociale qui, comme vous le savez, surgit avec l'apparition de la révolution industrielle et des conditions de travail qui se dégradent après la révolution. Alors je commencerai, avant de développer ces 2 points. Alors il faut, Monseigneur Freppel est aussi, en plus d'être un grand prélat, un grand prédicateur, un grand orateur, quelqu'un qui a une plume magnifique, et j'ai la chance d'avoir consulté l'anthologie qu'en a fait le révérend père Augustin Pic, et donc j'ai pris le pli pendant cette conférence de vous faire partager sur les thématiques que je traiterai quelques passages, puisque j'estime que son verbe parle mieux que des paraphrases. Alors Charles-Émile Freppel, il est né le 1er juin 1827, donc en cette même ville d'Obernai. C'est le fils d'un greffier qui était originaire du Val de Villers, donc un peu plus au sud. Après quelques années de séminaire, évidemment, à Strasbourg, il est ordonné prêtre le 23 novembre 1849.
Il ne reste que 2 ans en Alsace, puisque en 1852, il est nommé chapelain à Sainte-Geneviève, à Paris. On verra que Sainte-Geneviève aura, ce n'est pas que son lieu de, de prédication, c'est également, Sainte-Geneviève avait un sens pour lui. Il valide sa thèse de théologie en 1854 et il dispense l'éloquence sacrée à la Sorbonne. Donc il acquiert, vous voyez, en 5 ans, une renommée dans la capitale. Donc on pouvait imaginer, évidemment, nous n'avons pas de vidéo de ce grand prélat, mais nous pouvons imaginer fort bien que ce fut un orateur de grand talent. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où il est nommé chapelain de Sainte-Geneviève, la date n'est pas anodine, 1852, c'est officiellement l'avènement de Napoléon III, qui se fait couronner le 2 décembre 1852. Et ce qui est intéressant, c'est que Monseigneur Freppel, à l'époque, est plutôt partisan du Second Empire et de Napoléon III, pour une simple et bonne raison, c'est qu'après la cacophonie de 18 ans que fut la monarchie de Juillet et les 4 ans de pire à loi que furent la Deuxième République, eh bien, la phase d'ordre que Louis-Napoléon Bonaparte avait instaurée correspondait à la vision de Freppel. On va voir que évidemment il va évoluer. Et alors l'évolution, c'est quand même ces 2 années charnières que sont les années 1869-1870, puisqu'en 1869 il se rend à Rome puisqu'il est chargé, enfin on le consulte pour la convocation du premier concile du Vatican, qui se tiendra donc convoqué par le pape Pie IX, et qui sera ouvert, c'est un concile œcuménique évidemment, qui sera ouvert en 1870, et au cours duquel sera définie l'infaillibilité pontificale. Et alors, Monseigneur Freppel se rallie à cette définition de l'infaillibilité pontificale qui découle des canons du concile, et se découvre également un ultramontain acharné. Il s'en retrouve un ultramontain acharné de plus forte raison, puisque, comme vous le savez, le Concile Vatican I n'a pas connu une fin tranquille. Il n'a même pas été fini d'ailleurs, puisque les troupes de Garibaldi, les troupes du roi de Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel II, eh bien, envahissent les États pontificaux et donc mettent fin au concile. Et donc menace également la papauté. Puis Pie IX est obligé de s'exiler. Et évidemment, en 1870, il n'y a pas que cette fin piteuse du concile, il y a évidemment la défaite française, enfin des armes françaises à Sedan, le 1er septembre 1870. Et c'est un mythe qui s'écroule. C'est l'empire qu'on croyait être le garant de l'autorité et de l'ordre s'écroule dans des conditions rapidement, en ayant gagné, tactiquement, en étant dominé tactiquement. Et Monseigneur Freppel, à partir de cette défaite, de cette rapide défaite, s'oriente vers la monarchie, et donc s'oriente vers la monarchie incarnée à l'époque par un seul homme, puisqu'il y a un consensus, il n'est pas universel, mais il y a un consensus qui se fait quand même autour d'un prince, le prince Henri d'Artois, comte de Chambord, et donc depuis 1844 roi de droit, depuis la mort de son oncle, le roi Louis XIX. Pendant cette année 1869, il est aussi nommé évêque d'Angers. Le 27 décembre 1869, il est sacré l'année suivante, et c'est dans cette même ville d'Angers qu'il décède le 23 décembre 1891, âgé de 64 ans. Donc voilà, c'est un peu pour mettre des bornes chronologiques et mettre des bornes politique, l'histoire politique, et puis les remous qui ont eu lieu à la fois à Rome, dans l'Italie qui s'unifie, mais également dans la France qui connaît une défaite militaire peut-être sans précédent, avec l'humiliation que cela implique.
eh bien, cela change la vision politique de cet homme qui se rallie à la monarchie. Et donc, c'est ce point que je vais développer. Et ce point, je vais le développer en deux axes. Monseigneur Freppel, français parce qu'alsacien, et légitimiste parce que français. Pourquoi français parce qu'alsacien? Bon, les Alsaciens, peut-être qui ont des tendances régionalistes dans la salle, sont peut-être mécontents. Enfin, en tout cas, les faits sont là. Il a une reconnaissance envers la France. Il reconnaît à la France sa mission surnaturelle, sa mission, comme disait Joseph de Maistre, de magistrature qu'elle entretient sur les autres nations d'Europe. Et donc, ce qui marque véritablement Monseigneur Freppel dans la destinée de la France, c'est que la France, à chaque fois qu'il y a eu des périodes où sa foi a été attaquée, eh bien la France a su reprofesser la foi qu'elle avait professée au moment de sa naissance, à la sacro-sainte date de sa naissance en 496, dans les baptistères de Reims. Et alors donc il qualifie justement les trois temps il qualifie les trois temps où la France aurait pu justement être perdue, en qualifiant donc d'infidèles, les infidèles, donc Poitiers, la bataille de Poitiers qui met fin à l'expansion musulmane dans le sud de la France, l'hérétique évidemment avec la réforme dont le royaume triomphe par son roi très chrétien, et l'incrédule devant la résistance justement que le 19e siècle, que les catholiques au 19e siècle, comment dirais-je, opposent justement à ce vent d'incrédulité né de la Révolution, de l'individualisme et de l'abandon de Dieu. Et donc, concernant cette mission que Monseigneur Freppel reconnaît à la France, je vais citer un petit paragraphe qui va l'illustrer. Donc là, alors, la majorité des œuvres de Monseigneur Freppel sont consignées dans deux grands genres. Le premier genre, ce sont ses homélies, ses sermons qu'il a formulés, qu'il a écrits et donc qu'il a compilés. Et puis l'autre grand pan de son œuvre, c'est un livre qu'il a écrit en 1889 pour le centenaire de la Révolution, où justement il apporte une analyse évidemment contre-révolutionnaire de cet événement, et où il explique justement la tâche de la Révolution. Alors dans le plan général, donc je cite Monseigneur, dans le plan général de la Providence, la France avait une place marquée, la place que lui assignait son passé, la place que lui assure ses aptitudes et son caractère. Ce rôle providentiel est celui d'un peuple initiateur qui sert de fouet et d'aiguillon aux autres peuples, qui marche à leur tête, qui les précède de l'exemple, qui fraie la voie devant eux, tout prompt souvent à y descendre lui-même, d'un peuple dont l'ardeur expansive propage au loin la lumière qu'il possède, à tel point qu'on a pu dire de lui que toute grande idée a besoin de passer par la France pour faire le tour du monde. Voilà, donc bon, il faut dire aussi que Monseigneur Freppel est né français. Il est né, l'Alsace était rattachée depuis les traités de Westphalie et de Ryswick depuis le milieu puis la fin du XVIIe siècle. Et donc quand il naît en 1827, on est encore sous la Restauration, l'Alsace est une terre française. Bon, le Bas-Rhin n'est pas le plus contre-révolutionnaire des départements à l'époque, certes, mais il naît français. L'autre différence que Monseigneur Freppel octroie à la France, c'est qu'il la considère véritablement comme sa patrie, et l'événement de 1870, la honte de 1870 pour la France, ce n'est pas évidemment pas seulement la défaite, la cuisante défaite de Sedan, mais c'est ni même l'occupation allemande, le siège de Paris, c'est évidemment cette question de la cession de l'Alsace et de la Moselle, conclue au traité de Francfort du 5 mai 1871. Et alors, le patriotisme, au sens bien entendu, évidemment, au sens amour de la terre, la terre des pères, pas le patriotisme jacobin révolutionnaire. Monseigneur Freppel, par cet
amour de la patrie à laquelle il aime attacher cette mission civilisationnelle, eh bien, il en fait état justement lors de cette question de la cession de l'Alsace. Et il va même jusqu'à écrire à Guillaume Ier, roi de Prusse, depuis la proclamation de l'Empire à Versailles, Kaiser du Deuxième Reich. Eh bien, il va lui écrire en lui disant que la France mutilée, c'est la guerre dans l'avenir. Bon, évidemment, on pourrait dire que Clémenceau et Gambetta ont eu le même flair, mais c'est quand même assez beau qu'un Alsacien qui aime véritablement sa patrie puisse le dire. Et donc cette lettre, il faut quand même avoir un sacré culot. On vient de perdre la guerre, un prélat catholique à Sa Majesté protestante, de lui faire une telle menace. Votre Majesté, vous êtes un ferme vent de division, de guerre, voilà. Et Monseigneur Freppel parle magnifiquement également de l'attachement que les Alsaciens ont pour la France. L'union de l'Alsace avec la France n'est pas, en effet, l'une de ces alliances factices ou purement conventionnelles qui peuvent se rompre avec le temps et par le hasard des événements. Il fait référence évidemment à ce que la France vient de vivre. Il y a entre l'une et l'autre identité complète de tendances, d'aspirations nationales, d'état civil et politique. Que la langue allemande soit conservée dans une partie du peuple, peu importe, si depuis 2 siècles cette langue ne serait plus exprimée que des sentiments français. Et là, un autre exemple, le breton du Finistère est-il anglais parce que son langage ressemble à celui du Pays de Galles ou de la Cornouaille ? On voit bien que malgré les spécificités, parce que bon, c'est quelqu'un qui aime quand même sa province, c'est quelqu'un qui est alsacien, que malgré la spécificité, il réaffirme que le sentiment majoritaire des Alsaciens était de rester français, et donc et puis il ne faut pas non plus, négliger l'influence en tant que prélat qu'il pouvait avoir. Il va véritablement dans le sens de la non-cession de l'Alsace à l'Allemagne. Alors ça, c'est le côté français. Maintenant, être français, c'est pas suffisant. Il faut être légitimiste. C'est pour ça qu'on est là. Monseigneur Freppel a également encensé la mission que la France a exercée par son passé. Il parle beaucoup du passé de la France en termes évidemment élogieux, et reconnaît évidemment que cette mission exercée, eh bien, est l'œuvre d'une lignée. Et c'est une œuvre d'une lignée. Il en parle dans une très belle homélie où il remonte au premier Capétien avant la lettre. C'est un Robertien, à Robert le Fort. Robert le Fort, c'était, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'arrière-grand-père du Capet. L'arrière-grand-père du Capet, père de 2 rois des Francs, et qui s'était illustré dans la défense contre les Normands. D'ailleurs, son fils Eudes, qui deviendra roi des Francs, donc, s'était illustré en 865 lors du siège de Paris, en repoussant les Normands. Donc c'était quelqu'un qui avait acquis déjà, bien qu'il n'ait pas la couronne, un grand prestige et une grande renommée. Il aura d'ailleurs le titre de duc de France. Et alors il reconnaît que cette lignée, donc depuis Robert le Fort, donc bien avant, parce que Robert le Fort meurt en 866, Hugues Capet ceint la couronne en 987. Donc il y a quand même un siècle, un peu plus d'un siècle, un siècle et 30 ans. Voilà, donc il fait bien remonter cette lignée à son commencement. Et donc il argumente que justement cette lignée, les Capétiens, ont une part importante dans la défense, l'éveil et la gloire de la France. Et alors, allez à l'origine de toutes les puissances européennes, vous y trouverez une noble famille. Donc il argumente en Autriche les Habsbourg, en Prusse les Hohenzollern, et ensuite il développe sur les Capétiens évidemment.
Donc ça, c'est la reconnaissance qu'il a vis-à-vis de cette lignée. Cette lignée, évidemment, il y inclut Louis XIV, puisque Louis XIV, c'est le roi qui justement, annexe légitimement l'Alsace à la France. Et donc, Louis XIV fait évidemment pleinement partie de cette belle lignée dont il parle si brillamment. Le deuxième attachement de Monseigneur Freppel à la légitimité, se mesure dans la dévotion qu'il entretient à l'égard de deux saintes, Sainte Geneviève et Sainte Jeanne d'Arc. Et Monseigneur Freppel aime à les assimiler, à assimiler leur virginité et à assimiler également leur rôle. Alors Sainte Geneviève, Sainte Jeanne d'Arc, je pense qu'il n'y a pas besoin de développer. Sainte Geneviève, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est celle qui a, quand Attila menaçait aux portes de Paris, qui a refusé le chantage, elle a refusé les vivres contre la tranquillité, mais elle a soulevé les Parisiens pour qu'ils ne tolèrent pas ce chantage et défendre leur cité. Voilà, donc elle a réussi, et puis quelques années après, comme vous le savez, Attila sera vaincu au choc catalonique en 451. Et donc il assimile Jeanne d'Arc dans justement le service qu'elles ont eu par leur virginité et comment elles ont participé à la pérennité et au salut de la monarchie. Voilà. Donc Sainte Geneviève commence la monarchie, puisque c'est quelque part 40 ans avant le baptême de Clovis, et puis Jeanne d'Arc, elle la relève du ruisseau, parce que c'est vrai que la situation du royaume en 420 est pratiquement désespérée. Voilà. Il voit également dans la monarchie le régime naturel, défenseur de la foi. Il y a toujours cette dimension, on la retrouvera également quand on parlera de sa conception du travail, etc. On pourrait dire que c'est un prélat, c'est normal, mais voilà, il voit également la monarchie française comme le défenseur de la foi, et il se plaît également à penser, je reviens à Joseph de Maistre, puisque dans l'introduction du pape, de son livre du pape, Joseph de Maistre disait que les évêques ont construit la France comme les abeilles construisent une ruche. Et donc il fait cette idée mestrienne sienne. Et il voit également dans le royaume de France le pilier de l'Église, de la défense justement. Et donc, alors ce qui est drôle, je vais vous raconter une anecdote aussi pour vous montrer à quel point il accorde une place centrale à ces deux vierges. C'est que à un moment il parle de l'Angleterre. Et il dit que même Sainte Jeanne d'Arc, au-delà du salut de la monarchie française, a participé aussi au salut de l'Angleterre. Alors moi, les bras m'en sont un peu tombés quand puis alors j'ai continué. Et puis il a dit, elle a bouté les Anglais. Si les Anglais se seraient perdus dans une conquête de la France, ils auraient gardé leurs troupes, etc. Mais jamais ils auraient contrôlé les océans. Jamais ils n'auraient eu la force. Jamais ils se seraient, ils seraient repartis sur leur île pour justement reforger leur force et leur puissance, qui leur permettra de dominer le monde à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Bon, c'est une analyse qui se tient, mais voilà, il place quand même Sainte Jeanne d'Arc véritablement comme un pilier de l'ordre déjà de la monarchie française, mais de l'ordre de l'Europe. Voilà. Donc, on peut dire qu'il y a une profonde révérence de Monseigneur Freppel envers la légitimité. Et ma conclusion ira dans ce sens. Je vous la garde au chaud. Voilà. Je terminerai ce point en disant on ne peut pas avoir honte de son passé lorsqu'on a derrière soi le XIIIe et le XVIIe siècle. Voilà. Donc le XIIIe, c'est le début en France de la création de cet État moderne. C'est les règnes de Philippe Auguste, Saint-Louis, Philippe le Bel. Et le XVIIe, évidemment, c'est l'apogée. C'est l'apogée et c'est évidemment le siècle de l'annexion par Louis XIV. Alors le deuxième point de l'apport de Monseigneur Freppel à la légitimité est plus quelque chose de
d'activiste entre guillemets, plus activiste, mais avec quand même une certaine, qui sous-tend quand même une certaine, soutenu par une certaine pensée. C'est quand même une figure, Monseigneur Freppel, une figure dominante de ce qu'on a appelé à la fin du XIXe siècle le catholicisme social. Le catholicisme qui entend se pérenniser dans les couches les plus laborieuses, lorsque celles-là d'ailleurs sont tentées par des idéologies plus faciles, plus contestataires. C'est le début du socialisme évidemment, le début du socialisme avec toutes ces comment dirais-je, on perd le sens du travail, et là Monseigneur Freppel va vraiment bien en parler. Il faut rappeler déjà que la situation des travailleurs en France s'est constamment dégradée depuis la Révolution française. Bon, le point de départ, c'est évidemment la suppression des corporations par la loi du 14 juin 1791, la loi Le Chapelier, Isaac Le Chapelier, qui évidemment ne permet plus le droit d'association des ouvriers et par conséquent le droit de protection d'un métier en particulier. Et puis il y a une deuxième, donc ça c'est le premier facteur, et il y a un deuxième facteur qui est aussi très important, c'est que tous les régimes successifs, et en particulier la monarchie de Juillet, eh bien on assiste à une prise de pouvoir de plus en plus abusive, de plus en plus restrictive du pouvoir par les forces d'argent. Et donc il y a une dénonciation, un début de dénonciation par ces prélats catholiques. Donc je parlais du cardinal Pie, mais c'est vraiment plus présent chez Monseigneur Freppel, et aussi chez quelques laïcs, René de la Tour du Pin, Albert Demain. Bon, il y aura évidemment des frictions, on expliquera pourquoi. Mais il y a la dénonciation du primat du capital et du désordre social depuis la Révolution. Ça, c'est sûr et certain. Il y a au niveau de la hiérarchie, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas parce que le travail n'est plus au service de quelque chose, et le nec plus ultra du travail, c'est l'argent, c'est le profit. Et ça, la monarchie de Juillet l'a instauré. La monarchie de Juillet l'a instauré, et contrairement à... Je connais quelques bonapartistes. Oui, mais Napoléon III, il a quand même tourné la page. Mais Napoléon III, oui, au début. Mais tout bon historien sait qu'il y a deux phases dans le Second Empire. Il y a une phase autoritaire, césarienne, mais il y a une phase libérale. Napoléon III, c'est le crédit. C'est quand même également une sorte de libéralisation de l'économie et des mœurs. Et ça va de pair d'ailleurs avec l'abandon de l'Église, et de la papauté. Et donc, devant cette fresque bien peu reluisante, il y a une nécessité de penser aux conditions de vie, de traitement ce que l'on commence à appeler le prolétariat, les classes laborieuses. Et donc, ce prolétariat, il faut qu'il demeure chrétien, même au cœur de la révolution industrielle. Monseigneur Freppel, c'est quelqu'un qui ne croit absolument pas que la technique, le fait qu'on produise avec des machines plus vite, améliore les conditions de travail. Les conditions, est un bien, tend vers le bien commun. Parce qu'il y a quelque chose qui manque, c'est la vision. Il y a deux choses qui manquent, c'est ce pourquoi le travail doit être fait, ce vers quoi il tend, et justement quelles sont les conditions de ce travail. Et il faut que l'homme demeure un homme. Et alors, Monseigneur Freppel se sent donc obligé de réaffirmer la place du travail dans l'ordre de la création. Alors c'est bon, évidemment, à l'époque, au XVIIe siècle, ça paraissait inimaginable. Bon, on est période de crise, on est obligé d'apporter des solutions. Donc remise en place du travail dans l'ordre de la création, il fait l'éloge de la vertu du travail et replace dans l'ordre chrétien, tout en condamnant les excès, en insistant sur le repos ressourçant et non négligeable du dimanche. Alors je vais vous lire un passage qui va vous illustrer justement comment le travail est dans les plans de la création, et comment, qui dit travail peut-être pénible, dit également jour privilégié pour justement consacrer sa journée à autre chose, et bien évidemment à Dieu, c'est le dimanche. Alors, Monseigneur Freppel.
c'est évidemment une homélie. Oui, sans doute, nos très chers frères, la loi du travail est une loi sainte et sacrée, et ce n'est pas nous qui voudrions jamais vous détourner d'un devoir auquel nul ne peut se soustraire. Il est dit dans la Sainte Écriture que Dieu a placé l'homme sur la terre pour qu'il travaillât. Mais le travail incessant et continu n'est pas dans les conditions de la nature humaine. Voilà pourquoi la loi divine du repos est corrélative à la loi divine du travail. L'une est aussi nécessaire que l'autre. En les combinant dans de sages proportions, le divin architecte a pris mesure sur nos forces physiques. Alors ensuite, il parle de l'âme du chrétien. C'est cette âme qu'il faut cultiver avant tout, cette âme qu'il s'agit de préparer à sa vocation divine par la foi, l'espérance et la charité, parce que tout ce qui peut la rattacher à Dieu, son principe et sa fin. Or, le jour du Seigneur est le jour de la culture des âmes. Donc, on voit bien qu'il y a une distinction, voilà, le devoir d'État bifurque entre justement le travail salarié qui doit être exercé dans les cadres fixés par le Créateur, et donc évidemment gagner son pain à la sueur de son front, comme c'est évidemment dans la Genèse, et également la culture de l'âme. On voit bien également le jeu de mots, enfin le jeu de mots, l'analogie, la culture de l'âme qui est donc le dimanche. Donc une vision véritablement chrétienne du travail qui est en porte-à-faux avec les visions libérales et socialisantes également du travail, puisque bon, il faut quand même le dire, le socialisme c'est travailler le moins possible. Monseigneur Freppel, partant de ces perspectives de l'action du travail mesuré et juste dans les plans de la Providence, tenta d'en diffuser le modèle via un corporatisme pleinement intégré à son époque. Il faut quand même reconnaître à des gens comme Monseigneur Freppel et René Latour du Pin un travail totalement novateur, c'est penser la société en pointer les mots, réaffirmer ce qu'est doit être le travail dans une société naturelle et apporter des solutions au siècle dans lequel il vit. Et alors, c'est pas une mince affaire, et René Latour du Pin et Monseigneur Freppel ont quand même essayé d'apporter des solutions qui se tiennent justement pour y parvenir. Alors, dans ses homélies et dans ses interventions à la Chambre, parce que je rappelle que Monseigneur Freppel a quand même été élu député de Brest. Alors il était évêque d'Angers, mais il était député de Brest. Pourquoi ? Parce que Brest électoralement avait un électorat plutôt plus catholique qu'Angers. Et vous savez que dans la fiction électorale française, enfin post-révolutionnaire, on peut être député de n'importe quel département. Voilà, par exemple le général Boulanger avait été élu dans quatre départements. Et donc dans ses homélies à la Chambre, il en fait ces thèmes de proue, le juste salaire et également le degré d'intervention de l'État. Et on voit bien qu'il y a deux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. C'est pas le tout profit, mais c'est pas le tout État non plus. Prémisse des totalitarismes staliniens du XXe siècle. Donc il y a quelque chose, il y a un travail de mesure qui est fait par Monseigneur Freppel. Et alors, évidemment, ce travail de mesure, de corporatisme, il s'inspire évidemment des exemples médiévaux. Je vous lirai un passage tout à l'heure où il parle de cet esprit médiéval qui d'ailleurs rebondit avec le XIIIe siècle et dont je parlais tout à l'heure et qui rebondit également avec sa propre histoire. Il ne faut pas oublier que Aubernais, la ville d'Aubernais, était une ville de la Décapole et que, on va le découvrir tout à l'heure, jouissait également de nombreuses corporations et que ces corporations étaient dans une ville. Alors le terme officiel c'était pas ville libre, mais une ville qui jouissait vis-à-vis de l'Empire de grande autonomie. Et donc il est évident que pour quelqu'un dont l'héritage culturel de cette ville, que l'intervention de l'État fût limitée. Et donc dans ces diverses interventions,
il essaie donc d'alerter ses contemporains sur le rôle, sur l'importance, pardon, de ce travail. Alors, dans le but de penser ces corporations, il fonde la Société catholique d'économie politique et sociale. On essaie de reprendre un peu l'esprit et on invite également des gens qui pourront aider, qui pourront penser. C'est véritablement l'esprit, un peu comme l'esprit que de nombreux Français qui étaient des entre guillemets des agents d'Henri V dans la France du Second Empire, ont essayé de faire des œuvres de charité. Les bourgeois qui se mettent au service des pauvres. C'est un peu ça l'esprit. Et tout ça dans une relation de foi. Parce que c'est ça qui meut véritablement la corporation chez Monseigneur Freppel, c'est la foi. Voilà. Et donc, par exemple, l'un des grands membres de cette Société catholique d'économie politique et sociale, c'est Lucien Brun. Lucien Brun, qui était aussi député légitimiste à la Chambre des députés, ça s'appelait comme ça à l'époque, et qui est connu pour être resté l'un des derniers, à la mort du comte de Chambord, l'un des derniers légitimistes reconnaissant les droits des Bourbons d'Espagne, enfin des Bourbons Anjou, alors qu'une grande majorité des légitimistes se sont ralliés au prince de la branche Orléans. Le problème, c'est dans cette vision corporatiste, c'est que c'est un peu comme le royalisme en France, c'est que il y en a qui sont fermes et puis il y en a qui essaient d'arrondir les angles. Et donc il y a deux écoles qui se créent. La première école, l'école de Liège, qui est comment dirais-je, animé donc par Albert de Mun, le comte Albert de Mun, et qui lui voit dans le socialisme quand même il y a une considération de l'ouvrier, et pourquoi pas ne pourrions-nous pas faire quelque chose qui pourrait être un syncrétisme des deux, etc. Ça donnera le catholicisme social, ça donnera le sillon au début du XXe siècle, et ça donne François Bayrou aujourd'hui. Alors ça, c'est l'école, ça donne l'école de Liège. Et cette école de Liège qui justement prend des thématiques socialistes, l'intervention de l'État. L'État doit justement pallier aux carences de cette société du tout profit. Évidemment, Monseigneur Freppel prend le pli inverse, non pas qu'il soit du côté du tout profit, mais analyse bien qu'il y a quand même ça sous-tend quand même une certaine idée révolutionnaire qui est le socialisme, et donc il s'oppose à l'intervention de l'État, et il prône véritablement ce qu'étaient les corporations, c'est-à-dire des espèces d'organismes naturellement formés avec des gens qui ont des intérêts communs, et surtout qui cultivent via la confrérie une piété, une foi. Parce que au Moyen-Âge, jusqu'à l'abolition des corporations en France, mais même dans l'Empire, à Strasbourg, à Obernai, à Mulhouse, on priait le saint patron de la corporation. Et Monseigneur Freppel insiste sur la religion qui est, selon lui, l'âme des anciennes corporations. Elle sera la vie des sociétés nouvelles qui naîtront au souffle de la foi. Donc on retrouve, encore une fois, l'esprit de foi, ce souffle de foi qui, à la fois, selon lui, alimente la monarchie, le régime politique naturel à la France, mais également qui alimente toute la société, et donc ça passe par cette chose qui n'aurait jamais dû être abolie, la corporation, la défense de l'intérêt d'un métier, justement pour le protéger contre la contrefaçon, contre les taxes un peu trop élevées, etc. Donc alors la justice sociale, très importante, garantie par le respect des préceptes chrétiens et de la prière dans les confréries. Pour lui, tout cela assurerait la paix nationale et le développement commun du pays, dont le pays souffre depuis 1789, puisque inutile de vous rappeler que à la fois la monarchie de Juillet, mais aussi la Seconde République, quand il y a eu des mouvements sociaux qui réclamaient un peu plus une amélioration des conditions de travail, le gouvernement n'a pas eu beaucoup de scrupules à tirer dans le tas.
ah oui, alors j'avais prévu de vous lire un petit passage illustrant ceci. Ce sera le dernier. Donc il parle des corporations et il parle justement de cet esprit de foi, de cette ardeur. Alors c'est encore une homélie. Je dis, mes frères, pour l'Église et pour la France, car le patriotisme et la foi religieuse animaient d'une égale ardeur les corporations ouvrières. On voit qu'il se sert aussi, il sert aussi sa soupe. Toujours son patriotisme très présent. Au sens, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au lieu d'être pour la capitale une menace ou un danger, ces vastes associations du travail veillaient à sa sécurité, et quand elles venaient à l'appel de leur chef se ranger sous les 60 bannières ornées d'une croix blanche, la cité pouvait se croire à l'abri de tout désordre et de toute agression. Nulle part ailleurs que dans les corps de métier, la religion catholique ne trouvait d'appui plus ferme ni plus sûr. Lorsqu'au XVIe siècle, l'hérésie menaça d'envahir ce beau royaume et qu'une partie de la noblesse elle-même trahit la cause de l'Église, c'est dans le peuple, parmi les corporations ouvrières, au milieu de ces groupes d'artisans, si pleins d'activité et de vie, que la résistance s'éleva jusqu'à l'héroïsme. Alors voilà, il faut replacer ça évidemment dans un contexte du XIXe siècle de déchristianisation progressive de la France, dont on palpe aujourd'hui quand même les dégâts. On voit justement le bien que la corporation pourrait, dans cette société post-révolutionnaire, pourrait apporter. Voilà, et donc Monseigneur Freppel il croyait à ce souffle régénérateur. Donc alors à cette vue, à ces vues à la fois de la légitimité, de la défense de la branche aînée, de la fidélité à la foi, à la pratique religieuse, à la justice au niveau de la toute peine mérite salaire, etc. Et ben on voit bien qu'on comprend la profondeur et l'honnêteté d'un compliment qu'adressa Monseigneur Freppel à l'endroit d'Henri V, et qui fait partie de son livre phare, La Révolution française, à propos du centenaire du 1789. Et donc Henri V qui s'était penché sur les questions prolétariennes, d'ailleurs avec bien plus de vigueur que Louis et Napoléon Bonaparte, qui lui cherchait en fait à tromper l'ennui dans son fort de âme. Alors, voici le compliment que Monseigneur Freppel faisait à Henri V. Il le faisait indirectement, évidemment, puisqu'Henri V décéda en 1883. Un prince était là, désigné par sa naissance et par son sang, pour mettre la main à cette œuvre de restauration et de progrès. Un prince doué d'une haute intelligence, le plus honnête homme de son temps, vrai type de loyauté et de probité politique. Un prince mûri par l'étude et par l'épreuve du malheur. N'oubliez pas qu'il avait été en exil, il était en exil depuis 1830. N'ayant ni compétition à craindre, ni représailles à exercer, placé qu'il était au-dessus de tout esprit de caste et de coterie. Un prince rompu aux questions sociales, les plus importantes de notre époque, ayant profondément médité sur les besoins et les intérêts de son pays, éminemment propre, par son talent comme par ses vertus, à opérer la réconciliation des partis au sein d'une France compacte et unie. Donc voilà le compliment très élogieux que Monseigneur Freppel fait à Henri V. Voici le portrait quand même un peu amer, parce que c'est écrit quand même en 1889, et Monseigneur Freppel, il est à 2 ans de son décès, mais entre l'enthousiasme de la création, l'enthousiasme de ce souffle contre-révolutionnaire qui avait été initié par les papes, le syllabus, la définition de l'infaillibilité, mais il voit que en France c'est la catastrophe, parce que en 1889 la restauration de 1873 a échoué. La Troisième République s'est instaurée, l'amendement Vallon. Les légitimistes ne cessent de reculer aux élections législatives. Je rappelle qu'en février 1871, les royalistes sont majoritaires. Les orléanistes se rallient ensuite à la République. Donc les forces cléricales
et les légitimistes s'amenuisent, et puis les invalidations également d'élections permettent justement de placer un républicain après une autre élection quand le légitimiste a été élu. Donc la perte de terrain électoral, et puis surtout, il y a quelque chose c'est la mort d'Henri V qui a fait énormément beaucoup de mal, puisque énormément de légitimistes se sont ralliés par méconnaissance à la branche des Orléans. Bon, il y a le mythe de la fusion, le mythe fallacieux de la fusion, comme quoi Henri V sur son lit de mort aurait encensé les Orléans. Voilà. Qu'il les ait encensés, qu'il les ait pas encensés, de toute façon, c'est contraire aux lois fondamentales. Bref. Et la légende, comment dirais-je, fait passer Monseigneur Frépel à la fin de sa vie comme orléaniste, justement par méconnaissance de ses droits dynastiques. J'y crois assez peu, hein, vu la pointure qui était le personnage. Je pense que au pire il s'est tenu à l'écart, au mieux il est resté secrètement fidèle à la branche devenue aînée. Voilà, donc ce compliment à la fois élogieux et amer, il rentre aussi dans un bien mauvais tunnel pour les catholiques français, c'est que un an après, Léon XIII publie son encyclique Au milieu des sollicitudes, où il propose le ralliement des catholiques au régime usurpateur, que n'a eu de cesse Monseigneur Frépel, religieusement et politiquement, de combattre. Et alors, en conclusion de cette conférence, j'espère que j'ai respecté le temps imparti, je dirais que on a ici quelqu'un qui, jeune, a été peut-être comme énormément de jeunes, amoureux de l'ordre, de l'autorité, des prestiges de Napoléon, et c'est encore un peu resté, hein, quand il parle de... Oui, parce que les gloires alsaciennes, c'est Kellermann, c'est Kléber, donc il en parle encore un peu. Bon, évidemment, il est très, très critique vis-à-vis maintenant du Premier Empire et du Second Empire, mais on voit bien l'évolution de cet homme, et on voit bien également le besoin que cette contre-révolution soit incarnée. Et il y a cru. L'éloge de Frépel à l'endroit d'Henri V le prouve. Et c'est là où notre, comment dirais-je, je reviens à l'époque dans laquelle nous vivons, ça doit nous donner de l'espoir et comment dire, de l'énergie. C'est que nous avons encore le prince légitime qui, dans cette période de la deuxième partie du 19e siècle, a su fédérer toutes ces bonnes initiatives pour permettre de penser la société, de déceler où était le problème, de réaffirmer ce qu'était la place de l'homme dans la société, voilà, créature, à l'image de Dieu, au service de Dieu, pour une finalité, au final voir Dieu, et proposer justement des associations alternatives au gouvernement qui n'avait déjà de cesse que de détruire la société traditionnelle. Eh bien, prenons exemple sur ce grand prélat. À l'heure actuelle, je ne vois pas de prélat qui lui ressemble, mais voilà, prenons exemple sur ce prélat et soyons fidèles à notre prince légitime, puisque c'est lui, son fils, son petit-fils, qui incarne la légitimité et qui a permis cette légitimité à Monseigneur Frépel à croire au renouveau catholique et monarchique de la France. Je vous remercie.